Saviez-vous qu'il existe des espèces où un seul individu peut donner naissance à des milliers de descendants sans avoir besoin d'un partenaire, brisant toutes les idées traditionnelles que nous avons sur la vie elle-même et sa continuité sur la planète? Cette capacité, apparemment magique, n'est pas une rareté de contes de fées, mais une réalité palpable dans le vaste règne animal, un témoignage étonnant de la polyvalence et de l'adaptabilité évolutive qui a permis à la vie de s'épanouir dans les recoins les plus insoupçonnés de la Terre. La reproduction, ce pilier fondamental de l'existence, ne se limite pas à une méthode unique, mais se manifeste sous une multitude de stratégies, chacune aussi particulière et efficace que l'espèce qui l'emploie. Des formes les plus ancestrales et simples aux rituels de cours les plus complexes et élaborés, la nature nous surprend par une imagination illimitée dans sa conception de la vie. Pour comprendre cette diversité, nous devons d'abord nous plonger dans les deux grandes voies reproductives, l'asexuée et l'asexuée, et démêler leurs multiples ramifications. La reproduction asexuée est une voie évolutive fascinante qui permet à un organisme de créer une descendance génétiquement identique à lui-même sans la participation de gamètes d'un autre individu. C'est une stratégie d'efficacité maximale, parfaite pour les environnements stables où une configuration génétique réussie peut être répliquée rapidement. Pensez-y comme à une imprimante biologique, produisant des copies exactes à une vitesse étonnante. Un exemple primordial est la fission binaire, observée chez les organismes unicellulaires comme les bactéries et certains protistes. Une bactérie, par exemple, peut se diviser en deux cellules filles identiques en seulement 20 minutes dans des conditions optimales. Imaginez le potentiel de croissance exponentielle d'une population bactérienne, où une seule cellule peut se transformer en millions en quelques heures. Cette simplicité est sa plus grande force, permettant une colonisation rapide de nouveaux habitats ou l'exploitation immédiate de ressources abondantes. Au-delà de la fission binaire, nous trouvons le bourgeonnement, un processus où un nouvel individu bourgeonne du corps du parent. Les hydres, de petits polypes d'eau douce, sont des maîtres de cette technique. Une protubérance se forme sur le côté de l'hydre adulte, grandissant progressivement jusqu'à ce qu'elle se détache en tant qu'hydre entièrement formée et indépendante. C'est un spectacle d'autocréation, une petite version de la mère qui se sépare pour commencer sa propre vie. Les levures, des organismes unicellulaires du règne des champignons, utilisent également le bourgeonnement, ce qui leur permet de se multiplier rapidement dans des substrats riches en nutriments. Visualisez comment un petit enfant émerge du corps du parent, comme une nouvelle branche qui pousse d'un tronc. Ensuite, il y a la fragmentation, l'une des formes les plus étonnantes de reproduction asexuée qui va souvent de pair avec une capacité de régénération remarquable. Les étoiles de mer sont les exemples les plus emblématiques. Si un prédateur ou une force externe brise le bras d'une étoile de mer, ce bras, s'il contient une partie du disque central, a le potentiel de régénérer une étoile de mer complète. Réciproquement, l'étoile d'origine peut régénérer son bras perdu. Cela signifie qu'une seule rencontre malheureuse peut, ironiquement, doubler la population d'étoiles de mer. C'est une assurance vie évolutive, une capacité à se rétablir et à se multiplier même face à l'adversité. Les planaires, des vers plats d'eau douce, portent cette capacité à un niveau presque mythique. Un scientifique peut couper une planaire en 20 fragments ou plus, et chacun de ces fragments a la capacité de régénérer un organisme complet, tête et queue incluses. C'est comme si chaque cellule possédait le plan directeur complet de la vie. Mais peut-être la forme de reproduction asexuée la plus énigmatique et la plus étonnante est la parthénogénèse, qui signifie littéralement création virginale. Dans ce processus, une femelle produit une descendance à partir d'un ovule non fécondé par un mâle. C'est l'absence du mâle qui définit cette stratégie. Il existe différents types de parthénogénèse. Dans la parthénogénèse apomictique, les ovules se développent sans méiose, ce qui donne des clones génétiquement identiques à la mère. Cela s'observe fréquemment chez les pucerons, de minuscules insectes qui peuvent infester les cultures à une vitesse alarmante. Une femelle puceron peut produire plusieurs générations de filles génétiquement identiques en quelques semaines. Lorsque les conditions sont favorables et les ressources abondantes, cette stratégie permet une explosion démographique inégalée. D'autre part, la parthénogénèse automictique implique une certaine forme de méiose, ce qui peut entraîner une certaine recombinaison génétique, bien que pas autant que la reproduction sexuelle complète. Ici, l'ovule fusionne avec un corps polaire du même ovule ou réplique ses chromosomes pour restaurer la diploïdie. Cette forme est plus complexe et a été observée dans des cas surprenants de vertébrés. L'un des exemples les plus frappants est celui du dragon de Komodo.
En l'an 2006, une femelle dragon de Komodo appelée Flora au zoo de Londres a pondu une couvée d'œufs viables bien qu'elle n'ait eu aucun contact avec un mâle depuis plus de 2 ans. Les analyses génétiques ont confirmé que la descendance était parthénogénétique. Le plus surprenant est que Flora n'a produit que des mâles. Cela est dû au fait que les dragons de Komodo ont un système de détermination du sexe ZW, où les femelles sont ZW et les mâles sont ZZ. Lorsqu'une femelle ZW produit des ovules parthénogénétiques, si un ovule W fusionne avec un corps polaire W, le résultat est W qui n'est pas viable. Si un ovule Z fusionne avec un corps polaire Z, le résultat est ZZ qui est un mâle. De cette manière, une femelle solitaire peut établir une population initiale de mâles qui peuvent ensuite s'accoupler avec elle ou ses futures filles si la parthénogénèse produit des femelles chez d'autres espèces. Un autre cas fascinant est survenu avec des requins. En l'an 2007, un requin marteau du zoo Henry Dorley d'Omaha aux États-Unis a donné naissance à un petit viable sans la présence d'un mâle dans son bassin pendant les 3 années précédentes. Ce fut la première fois que la parthénogénèse fut documentée chez les requins. Ensuite, elle a été confirmée chez d'autres espèces de requins, comme le requin zèbre et le requin bonnet. Ces événements surviennent généralement lorsque les femelles ont été isolées des mâles pendant de longues périodes, suggérant que la parthénogénèse pourrait être une stratégie de dernier recours pour la survie de l'espèce en situation de pénurie de partenaires. La capacité des dindes femelles et de certaines espèces de serpents comme le boa constrictor à produire une descendance parthénogénétique a également été documentée en captivité. Cela soulève des questions intrigantes quant à savoir si cette capacité se manifeste également dans la nature et dans quelles circonstances. Les avantages de la reproduction asexuée sont clairs. Pas besoin de trouver de partenaire, ce qui économise du temps et de l'énergie. La progéniture est nombreuse et la croissance démographique peut être incroyablement rapide. Dans un environnement stable, une adaptation réussie est répliquée efficacement. Cependant, le principal inconvénient est le manque de diversité génétique. Sans la recombinaison de gènes de 2 progéniteurs, les populations asexuées sont très vulnérables aux changements environnementaux, aux maladies ou aux nouveaux prédateurs. Un fléau qui pourrait affecter un individu pourrait éradiquer toute la population, car tous sont génétiquement identiques et, par conséquent, tout aussi susceptibles. C'est un pari à haut risque dans un monde en mutation. Contrairement à l'efficacité de clonage de la reproduction asexuée, la reproduction sexuelle implique la fusion de gamètes, généralement de 2 progéniteurs, un mâle et une femelle, ce qui donne une descendance génétiquement unique. C'est la méthode prédominante chez la grande majorité des animaux complexes et, bien que plus coûteuse en énergie et plus complexe sur le plan logistique, ses avantages en termes de diversité génétique sont inestimables. La variabilité génétique est le moteur de l'évolution, permettant aux populations de s'adapter et de survivre dans des environnements dynamiques et stimulants. Imaginez un puzzle génétique où chaque descendant reçoit des pièces uniques des 2 parents, formant une image nouvelle et différente. Au sein de la reproduction sexuelle, nous trouvons des phénomènes étonnants, comme l'hermaphroditisme, où un même individu possède des organes reproducteurs mâles et femelles. Il existe 2 types principaux. L'hermaphroditisme simultané se produit lorsqu'un animal a les 2 sexes fonctionnels en même temps. Les escargots de jardin et les vers de terre sont des exemples classiques. Lors de l'accouplement, 2 escargots ou 2 vers de terre échangent du sperme et tous 2 peuvent fertiliser les ovules de l'autre. Cela double les chances de succès reproducteur lors des rencontres individuelles. Pensez-y, toute rencontre peut être une rencontre reproductive réussie, car il n'est pas nécessaire de différencier les mâles des femelles. Ce système est incroyablement avantageux chez les espèces à faible mobilité ou à faible densité de population, où trouver un partenaire est déjà un défi important. La fécondation réciproque garantit que les 2 individus contribuent au patrimoine génétique de la prochaine génération. L'hermaphrodisme séquentiel est encore plus surprenant, car il implique qu'un individu change de sexe au cours de sa vie. Ce changement peut être de femelle à mâle, connu sous le nom de protogynie, ou de mâle à femelle, appelé protoandrie. Un exemple paradigmatique de protogynie est le poisson clown. Ces poissons vivent en groupe avec une hiérarchie sociale stricte, dirigée par la femelle la plus grande et dominante, suivie par le mâle reproducteur. Si la femelle dominante meurt, le mâle reproducteur change de sexe, devient femelle, et le poisson mâle suivant, le plus grand du groupe, mûrit pour occuper le rôle de mâle reproducteur. C'est une solution élégante pour la succession reproductive, garantissant que le groupe a toujours un couple reproducteur, quelles que soient les pertes. Visualisez la transformation interne, le corps s'adaptant pour remplir un nouveau rôle biologique.
Au contraire, la protoandrie est le changement de mâle à femelle, comme on l'observe chez certaines espèces de bars. Chez ces espèces, les jeunes individus mûrissent en tant que mâles fonctionnels. Au fur et à mesure qu'ils grandissent et atteignent une certaine taille, ils subissent une transformation hormonale et physiologique pour devenir des femelles fonctionnelles. Cette stratégie peut être avantageuse si être une grande femelle est bénéfique pour la production d'œufs, tandis qu'être un petit mâle est suffisant pour la production de sperme. La capacité de changer de sexe démontre une flexibilité reproductive étonnante, permettant aux organismes de s'adapter aux conditions environnementales ou à la structure sociale de leur groupe, maximisant le succès reproductif tout au long de leur cycle de vie. C'est une chorégraphie hormonale complexe dictée par l'environnement et la dynamique sociale. La sélection sexuelle est une autre force puissante qui façonne la reproduction dans le règne animal. Il ne s'agit pas seulement de survivre, mais de se reproduire, et pour cela, il faut souvent un avantage sur les rivaux ou une plus grande attraction pour les partenaires potentiels. La sélection intrasexuelle implique une compétition directe entre individus du même sexe, généralement des mâles, pour l'accès aux femelles. Pensez aux cerfs mâles se battant avec leurs impressionnants bois pour le droit de s'accoupler avec les femelles. Leurs bois, qui peuvent peser plusieurs kilogrammes, sont des armes de combat et des démonstrations de force. Les otaries mâles, qui peuvent peser plus de 1000 kg, établissent des harems de femelles et défendent leur territoire avec des rugissements assourdissants et des batailles féroces. Ces adaptations, bien que coûteuses en énergie et en risque de blessure, sont le résultat de millions d'années de compétition implacable où seuls les plus forts et les plus dominants parviennent à transmettre leurs gènes. La sélection intersexuelle, en revanche, se réfère au choix du partenaire par un sexe, généralement la femelle. Les mâles développent souvent des parades élaborées, des plumages extravagants, des chants complexes ou des constructions impressionnantes pour attirer l'attention féminine. Le paon mâle est un exemple classique, avec sa queue iridescente qui peut mesurer plus d'1,5 mètre de long. Ce plumage, bien que beau, est un obstacle pour le vol et le rend plus vulnérable aux prédateurs. Cependant, sa taille et sa coloration sont un indicateur de santé et de qualité génétique pour les femelles qui sélectionnent les mâles avec les queues les plus grandioses. De manière similaire, les oiseaux de paradis mâles exécutent des danses complexes et exhibent des plumages aux couleurs vibrantes pour impressionner les femelles, parfois même en déblayant une piste de danse sur le sol de la forêt. Ces démonstrations élaborées sont des signaux honnêtes de forme physique et génétique, indiquant que le mâle est capable de supporter le coup de tels ornements ou rituels et de survivre malgré tout. Les différences entre mâles et femelles, connues sous le nom de dimorphisme sexuel, sont souvent le résultat direct de la sélection sexuelle. Les mâles de nombreuses espèces sont plus grands, plus colorés ou possèdent des structures plus ornées que les femelles, précisément parce que ces caractéristiques leur confèrent un avantage dans la compétition pour un partenaire ou dans l'attraction de ceux-ci. C'est un moteur évolutif qui stimule la diversité des formes et des comportements dans le règne animal, donnant lieu à une variété étonnante de rituels de cour et de stratégies d'accouplement qui nous laissent sans voix par leur complexité et leur beauté. C'est une course aux armements biologiques pour la survie des gènes, où l'exhibition et la compétition sont essentielles. Un autre aspect crucial de la reproduction sexuelle est le type de fertilisation, externe ou interne. La fertilisation externe se produit lorsque les gamètes sont libérés dans l'environnement, généralement dans l'eau, et la fécondation a lieu en dehors du corps des parents. Cette méthode est courante chez de nombreux poissons et amphibiens. Pendant le frai, la femelle libère ses œufs et le mâle libère son sperme simultanément, souvent en grande quantité, augmentant les chances que les gamètes se rencontrent et fusionnent. La synchronisation entre le mâle et la femelle est vitale. Chez certaines espèces de grenouilles, le mâle enlace la femelle lors d'un amplexus, ce qui stimule la libération simultanée des œufs et du sperme. L'avantage de la fertilisation externe est qu'elle ne nécessite pas de contact physique prolongé ni de structure copulatoire spécialisée et une grande quantité de descendants peut être produite avec un investissement parental initial relativement faible. Cependant, les inconvénients sont significatifs. Les gamètes et les embryons sont vulnérables aux prédateurs, aux changements environnementaux comme la température ou la salinité. Et toutes les pontes ne sont pas réussies. L'investissement énergétique se concentre sur la quantité, pas sur la protection individuelle. Observez un banc de poissons en train de frayer. Un nuage d'œufs et de sperme se dispersant dans l'eau, la plupart ne se développeront jamais. D'autre part, la fertilisation interne se produit lorsque les gamètes mâles sont déposés à l'intérieur du corps de la femelle où la fécondation a lieu. C'est la méthode prédominante chez les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les insectes et de nombreux autres invertébrés.
La fertilisation interne offre une meilleure protection aux gamètes, car l'œuf fécondé ou l'embryon précoce se développe dans un environnement contrôlé et sûr à l'intérieur du corps maternel. Cela augmente considérablement les chances de survie de la progéniture, même si la quantité d'œufs produite est bien moindre par rapport à la fertilisation externe. L'investissement passe de la quantité à la qualité et à la protection. Les mammifères, par exemple, ont des gestations internes qui durent de quelques semaines chez les rongeurs à près de 2 ans chez les éléphants, garantissant que les petits naissent bien développés et avec de meilleures chances de survie. Les oiseaux, quant à eux, pondent des œufs à coquilles dures qui protègent l'embryon en développement à l'extérieur du corps de la mère, mais la fécondation reste interne. Cette stratégie permet une plus grande indépendance vis-à-vis de l'eau pour la reproduction et facilite la colonisation des environnements terrestres. Sentez la différence dans la stratégie, d'une dispersion massive et peu protégée à un soin méticuleux et axé sur la survie individuelle de la progéniture. Les stratégies reproductives sont aussi souvent classées en 2 grandes catégories qui reflètent l'investissement énergétique et le nombre de descendants, les stratèges R et les stratèges K. Les stratèges R sont des espèces qui produisent un grand nombre de descendants avec un investissement parental minimal ou nul. Leur objectif est la maximisation de la croissance démographique et la colonisation rapide de nouveaux habitats. Pensez aux huîtres, qui peuvent libérer des millions d'œufs en une seule saison, ou aux mouches à fruits, avec un cycle de vie d'environ 10 jours qui leur permet de générer d'innombrables générations en peu de temps. Ces organismes prospèrent dans des environnements instables ou imprévisibles, où la survie de tout individu est incertaine. Le taux de natalité élevé compense le taux de mortalité élevé. À l'opposé, les stratèges K produisent peu de descendants, mais investissent une quantité significative de temps, d'énergie et de ressources dans leurs soins et leur éducation. Les éléphants en sont un excellent exemple. Une éléphante ne donne naissance qu'à un seul petit tous les 4 ou 5 ans, mais ce petit est soigné et protégé par la mère et le troupeau pendant de nombreuses années. Les humains, les baleines et les grands singes sont également des stratèges K. Cette stratégie est courante dans des environnements stables et prévisibles où la compétition pour les ressources est élevée et la survie de chaque individu est critique. L'investissement parental assure que chaque descendant ait la meilleure opportunité possible d'atteindre la maturité et de se reproduire, transmettant ainsi les gènes de ses parents. C'est une course entre la quantité effrénée et la qualité hautement protégée, toutes deux réussies à leur manière. En nous plongeant dans le monde de l'étrange, certaines formes de reproduction animale défient notre compréhension conventionnelle. Le cannibalisme sexuel, par exemple, est une pratique brutale mais fascinante observée chez des espèces comme la menthe religieuse et l'araignée veuve noire. Dans le cas de la menthe religieuse, la femelle dévore souvent le mâle pendant ou après l'accouplement. Il ne s'agit pas simplement d'un acte d'agression, mais on pense que cela fournit des nutriments vitaux à la femelle, augmentant ainsi la quantité et la viabilité des œufs qu'elle produit. Pour le mâle, bien que le coût soit la vie, ces gènes sont transmis avec une plus grande probabilité de succès, ce qui en fait un sacrifice évolutif. C'est un investissement final, un acte suprême d'autosacrifice génétique. Le parasitisme reproductif est une autre tactique ingénieuse et quelque peu cruelle. Le coucou en est l'exemple le plus célèbre. La femelle coucou pond ses œufs dans les nids d'autres oiseaux, les trompant pour qu'ils élèvent ses oisillons. Les oisillons coucou naissent souvent avant ceux de leurs parents adoptifs et expulsent les œufs ou les oisillons légitimes du nid, s'assurant ainsi toute l'attention et les ressources des parents trompés. C'est une stratégie d'exploitation qui épargne aux coucous l'énergie et le risque d'élever leurs propres petits. Les poissons aiguilles pratiquent également une forme de parasitisme reproductif, déposant leurs œufs dans les branchies d'autres poissons. Observez la complexité de la manipulation, où une espèce profite de l'instinct parental d'une autre pour assurer la survie de sa propre progéniture. La néoténie est un phénomène biologique où un organisme conserve des caractéristiques larvaires jusqu'à l'âge adulte, mais est en même temps capable de se reproduire. L'exemple le plus emblématique est l'axolotl, une espèce de salamandre mexicaine. Normalement, les amphibiens subissent une métamorphose d'un stade larvaire à un stade adulte terrestre. Cependant, l'axolotl reste sous sa forme larvaire avec des branchies externes toute sa vie, mais atteint la maturité sexuelle et se reproduit dans cet état. Cela est dû à une défaillance dans la production d'hormones thyroïdiennes, qui déclenche la métamorphose, ou à un manque de réponse à celle-ci.
La néoténie peut être un avantage adaptatif dans des environnements aquatiques stables, évitant les risques et les coûts énergétiques de la métamorphose et de la vie terrestre. C'est un raccourci évolutif, une stagnation dans la jeunesse qui devient un avantage reproductif. La reproduction des pieuvres est aussi une histoire de profonds sacrifices. De nombreuses pieuvres, comme le poulpe géant du Pacifique, ont des cycles de vie relativement courts et ne se reproduisent qu'une seule fois dans leur vie. Après l'accouplement, la femelle pond des milliers d'œufs et les soigne méticuleusement, souvent pendant des mois, sans se nourrir. Elle protège ses œufs des prédateurs et les oxygène constamment. Une fois que les œufs éclosent, la femelle, épuisée et affaiblie, meurt. Le mâle, qui meurt souvent peu après l'accouplement, fait aussi un sacrifice final. C'est une stratégie sémelle-part, où toute l'énergie est investie dans un unique et massif événement reproductif. C'est une existence éphémère, mais d'un profond impact générationnel. Un autre cas vraiment étrange est celui des mâles nains parasites. Certaines espèces, comme les baudrois des abysses, ont développé un dimorphisme sexuel extrême, où le mâle est minuscule par rapport à la femelle et vit comme un parasite sur elle. Le mâle, en trouvant une femelle, s'attache à son corps et leurs tissus fusionnent. Le mâle atrophie la plupart de ses organes sauf les reproducteurs et obtient tous ses nutriments du système circulatoire de la femelle. Cela garantit que la femelle dispose toujours d'un approvisionnement en spermatozoïdes dans le vaste et sombre océan profond, où trouver un partenaire est un défi monumental. C'est une adaptation de commodité et de survie extrême, une fusion littérale de vie pour le bien de la reproduction. Les différences au niveau des gonades et de leurs fonctions sont également essentielles. Les gonades femelles sont les ovaires où sont produits les ovules, les cellules sexuelles femelles. Les ovules sont généralement grands, immobiles et riches en réserves nutritionnelles pour le développement embryonnaire initial. Les gonades mâles sont les testicules, chargés de produire les spermatozoïdes, les cellules sexuelles mâles. Les spermatozoïdes sont petits, mobiles et sont conçus pour voyager et fertiliser l'ovule, en portant avec eux l'information génétique masculine. La production d'ovules est souvent limitée, tandis que la production de spermatozoïdes est massive, augmentant la probabilité de rencontre et de fécondation. Le processus de gamétogénèse, la formation des gamètes, diffère également entre les sexes. L'ovogénèse, la production d'ovules, est un processus qui commence dans le développement embryonnaire de la femelle, avec un nombre fini d'oogonies qui se transforment en ovocytes primaires. Seul un petit nombre de ces ovocytes mûrira et sera libéré pendant la vie reproductive de la femelle. La spermatogénèse, la production de spermatozoïdes, est un processus continu et massif chez le mâle qui commence à la puberté et peut se poursuivre tout au long de la vie, produisant des millions de spermatozoïdes quotidiennement. Cette différence dans l'investissement initial en gamètes est l'une des raisons fondamentales des différentes stratégies reproductives et comportementales entre mâles et femelles dans le règne animal. Enfin, nous devons réfléchir à l'incroyable diversité et à l'interconnexion complexe de toutes ces stratégies de reproduction. Chacune est le résultat de millions d'années d'évolution, une solution unique au défi de la survie et de la propagation de la vie sur une planète en constante évolution. Du puceron se clonant lui-même lors d'un festin de jeunes pousses, jusqu'au paon dansant pour sa partenaire avec un déploiement de couleurs, chaque acte reproductif est un miracle biologique. La nature ne se conforme pas à un manuel unique. Au lieu de cela, elle expérimente sans cesse, produisant une gamme infinie de façons d'assurer que l'étincelle de vie continue de brûler. Comprendre ces formes étonnantes de reproduction ne nous remplit pas seulement d'émerveillement devant l'ingéniosité de la nature, mais nous fournit également une compréhension profonde des principes fondamentaux de la biologie, de l'écologie et de l'évolution. Cela nous enseigne les compromis, les adaptations et la quête implacable de la vie pour persister, pour surmonter les obstacles et pour s'épanouir dans ses expressions multiples et variées. Alors explorateurs, si ces merveilles du monde naturel ont captivé votre imagination autant que la nôtre, nous vous invitons à vous plonger encore plus profondément dans le vaste univers de la faune. Si vous avez apprécié ce voyage à travers les formes étonnantes de reproduction animale, mettez un j'aime à cette vidéo, partagez ces connaissances avec d'autres curieux et laissez vos commentaires ci-dessous. Laquelle de ces stratégies vous a semblé la plus impressionnante? N'oubliez pas de vous abonner à Explorando pour ne manquer aucune de nos prochaines expéditions dans le monde fascinant qui nous entoure. À la prochaine aventure!